Tout d'abord, merci à votre présence. Merci au courrier pour sa couverture, mais aussi pour le soutien qu'il a pu m'apporter depuis longtemps, de m'avoir ouvert aussi son journal pour pouvoir écrire, que ce soit lors d'analyse ou d'apporter mon soutien au mouvement étudiant en solidarité avec la Palestine. Et encore une fois, je pense que je voudrais me joindre aux félicitations qui ont été faites par les camarades et les journalistes du courrier, aux étudiants et étudiantes, pour leur courage, pour leur détermination et leur envie de continuer d'aller de l'avant en défense, pas simplement de la Palestine, mais je pense d'une certaine vision de la société démocratique, sociale et égale, et qui montre, j'espère, un avenir meilleur, parce que c'est eux et elles qui nous permettent de nous réveiller les consciences qui ont été en partie éteintes, en particulier depuis octobre 2023, où un génocide continue euh, et une expansion des guerres, malheureusement, également se poursuit à travers la région, des occupations, avec son lot de victimes civiles. Et dans ce cadre-là, encore une fois, je voudrais vous remercier, vous féliciter et vous dire que malheureusement la lutte est longue. Donc prenez des forces. Et encore une fois, merci au courrier pour cette soirée, pour son soutien et pour son travail exigeant, quotidien. Car il n'y a pas dans le cadre actuel, avec son lectorat, un journal qui fait un travail similaire pour couvrir la question de la Palestine, mais également d'autres questions d'émancipation, d'internationalisme, de lutte. Donc vraiment bravo à votre travail et toute ma solidarité, surtout dans un contexte où des médias indépendants, critiques, subissent au niveau et de manière quotidienne des attaques, que ce soit directes ou bien à travers, de manière indirecte, les mesures d'austérité qui touchent continuellement également la presse libre. Dans mon cas, je vais développer trois axes dans mon intervention, après discussion avec les journalistes du courrier. C'est de revenir d'abord sur l'importance historique des revendications et des mobilisations étudiantes qui s'inscrivent dans un cadre historique qui peut remonter depuis le début du XXe siècle, où les étudiants et étudiantes ont très souvent été à la pointe de luttes démocratiques, sociales, euh, de droits des femmes et bien sûr internationalisme. On pourrait rappeler le Vietnam, on pourrait rappeler l'Afrique du Sud, on pourrait rappeler les mouvements anti-guerre. Je n'ai pas besoin d'aller en détail, vous êtes au courant, mais très souvent les étudiants et étudiants étaient à la tête de ces mouvements et toujours avec des mesures, et c'est important de le rappeler, je pense, des mesures très souvent ou des moyens d'action pacifiques, malgré les accusations, qui a été de nouveau le cas lors du mouvement en faveur de la solidarité avec la Palestine, de tentatives de criminalisation euh, qui a touché en particulier le mouvement étudiant, mais d'autres secteurs de la société, que ce soit des travailleurs, travailleuses d'organisation, que ce soit des artistes, que ce soit des profs, des enseignants, ici et ailleurs. Et les moyens utilisés, que ce soit l'appel au boycott, qui s'inscrit dans un cadre de lutte historique, bien sûr on pourrait citer l'Afrique du Sud, boycott international, mais aussi le boycott qui avait été lancé en Inde lors de mouvement de lutte pour la libération face à la colonisation anglaise, mais également les occupations. Les occupations sont un moyen profondément pacifique d'affirmer une volonté de dire non à la collaboration avec des institutions qui collaborent, qui participent et qui jouent un rôle prépondérant, que ce soit dans l'occupation, la violation des droits humains et actuellement dans le génocide. Cela a été documenté depuis bien longtemps par des organisations de droits humains et à nouveau par les organisations étudiantes qui ont fait le travail que normalement les administrations de l'université auraient dû faire elles-mêmes par rapport à leur charte, par rapport à un certain discours de respect des droits humains qui montre très clairement cette
collaboration, cette participation, encore une fois, dans un génocide, dans une occupation et violation des droits humains. La répression qui s'est abattue sur les étudiants et étudiantes, on l'a vu à travers la Suisse, mais à travers le monde. Aux États-Unis, ça a pris des tournures des plus violentes, que ce soit incarcération, emprisonnement et déportation. Et cela traduit une ambiance plus générale en Europe, dans les dites démocraties libérales, aux États-Unis, d'un montée d'un autoritarisme, montée de l'extrême droite, des pouvoirs fascistes, où aujourd'hui il est possible d'être antisémite mais pro-Israël, mais où il est impossible d'être antisioniste et luttant contre l'antisémitisme. C'est la réalité dans laquelle on vit. Si vous affirmez votre opposition à l'État d'Israël, vous êtes caractérisé malheureusement d'antisémite dans très souvent les cas. Mais si vous soutenez les politiques de l'État d'Israël tout en promouvant un discours antisémite, ça, comme on dit, c'est halal, c'est permis. C'est malheureusement le monde dans lequel on vit. C'est malheureusement dans le monde dans lequel on vit. Et je le dis avec toute la franchise possible, cela affaiblit la lutte absolument nécessaire et qui est un devoir face à l'antisémitisme, face à toutes les formes de racisme. Par notre engagement en faveur de la solidarité avec la Palestine, c'est un moyen de lutter contre une des sources de production aujourd'hui de l'antisémitisme. Et aujourd'hui, je voulais le réaffirmer, c'est important, que ce soit l'antisémitisme ou toutes les autres formes de racisme, il faut les lutter de manière totale et complète. Et cela, le mouvement de la solidarité avec la Palestine n'a cessé de le répéter de manière permanente. Et c'est d'ailleurs dans les manifestations en faveur de la solidarité avec la Palestine que vous retrouvez la diversité de nos sociétés. Pas dans les manifestations en faveur de l'État d'Israël et autres. C'est dans les manifestations de la pro-Palestine que vous retrouvez les militants et militantes en faveur de l'antiracisme, en faveur de l'émancipation, en faveur de la démocratie, en faveur de l'égalité et autres. Tandis que dans l'autre camp, on retrouve ceux et celles qui promeuvent une société de discrimination inégale, raciste et autres, pour les puissants et les puissantes. Donc le mouvement étudiant représente à bien des égards un espoir pour une meilleure société, par sa lutte, par sa conscience, par les luttes qu'il mène et qu'il continue à mener et qu'il continuera, j'en suis sûr, de mener face à une montée des mesures liberticides, de montée de l'autoritarisme et face à l'extrême droite et des mouvements que vous pouvez qualifier de fascistes, en tout cas relativement dangereux. Donc encore une fois, toute ma solidarité et tout mon soutien et toutes mes félicitations au mouvement étudiant. Et je sais qu'ils vont, et elles, continuer, que ce soit à l'université ou ailleurs. Dans le cadre, deuxième axe principal, au niveau de la répression académique, ou plutôt des libertés académiques, encore une fois, je pense très souvent, même au sein de l'université, c'est souvent une critique qu'on fait aux universitaires, qu'il s'agirait d'une tour d'ivoire. Et certains voudraient bien continuer dans ce cadre-là. Mais l'université, malgré cette tour d'ivoire, elle n'est pas isolée des dynamiques politiques dans lesquelles on vit, dans lesquelles nous vivons. Donc les attaques sur la liberté académique, sur les sciences critiques, sur les sciences sociales, sont également le reflet, plus généralement, de ces montées d'autoritarisme, montées d'extrême droite et autres. C'est complètement lié. J'étais dans une conférence en septembre à Beyrouth, dans le cadre de nos recherches, et parmi les dizaines d'enseignants et enseignantes, il y a de plus en plus, on dit, on doit dire chacun son affiliation au début. Et moi, je commence, maintenant, j'ai plus d'affiliation, voilà, à cause d'un licenciement politique qui ne dit pas son nom, en faveur de mon soutien au mouvement étudiant et la cause de la Palestine. Et une autre de mes collègues se retrouvait dans la même situation, une enseignante de Turquie qui avait signé l'appel en faveur des enseignants pour la paix, il y a plus de quelques années maintenant, et qui s'est également fait licencier pour cette signature. Et on pourrait multiplier
les exemples. Des exemples qui touchent à peu près toutes les universités européennes et en Amérique du Nord. Pour la première fois, j'ai eu des collègues au Liban qui m'ont dit « Nous sommes contents de ne pas enseigner en Europe après le 7 octobre et aux États-Unis ». C'est la première fois que j'entendais cela. Alors aujourd'hui, vous me direz, c'est différent, vu la guerre qui continue au Liban, mais c'était quand même le reflet de dynamiques très dangereuses, plus généralement. De même, et de dynamiques plus générales qui touchent également le résultat de cette répression qui a touché tout un certain nombre d'enseignants, de chercheurs et chercheuses. On voit également des mesures qui, pour moi, ou des décisions, des politiques qui ressemblent, malheureusement, on doit le dire, à la région sur laquelle je m'intéresse depuis plus de deux décennies, Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, par des mesures de répression contre des personnes parce qu'ils se sont élevés pour dénoncer les violations des droits humains, pour dénoncer l'injustice sociale et autres. Et ça, c'est des dynamiques qu'on trouve de plus en plus, malheureusement, également bien sûr, dans nos sociétés d'Europe, mais également aux États-Unis, et qui sont inquiétantes. De même, je pense qu'il est important de rappeler, comme je vous le disais, que ce n'est pas une tour d'ivoire au niveau académique, c'est qu'à travers le XXe siècle, tous les nouveaux, si vous voulez, ou les nouveaux départements, ou les départements avec des perspectives comme perspectives de genre, les perspectives Racial Studies aux États-Unis, Black Studies aux États-Unis, des Colonial Studies et autres, n'ont pas été simplement l'évolution normale de la société vers une société plus progressive. Ça a été le résultat de luttes qui ont d'abord été menées au niveau de nos sociétés, de mouvements sociaux, que ce soit le mouvement féministe, que ce soit le mouvement pour les droits civiques. Et si on regarde également, encore une fois, regardons plus la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, le fait de remettre en cause les perspectives orientalistes, qui sont malheureusement toujours existantes, les perspectives orientalistes, c'est-à-dire d'essentialiser les peuples de la région, expliquer leur comportement politique et autres en fonction de leur religion et ethnie, ont d'abord été remises en cause au début du XXe siècle, d'abord par la révolution bolchevique en 17, mais également et surtout par les mouvements décoloniaux, par les mouvements en faveur de la libération des États de la périphérie. Et c'est à partir des années 70 qu'on a arrêté d'appeler des conférences, des conférences orientalistes et autres. De même, si on regarde de nouveau, ces perspectives essentialistes sont encore malheureusement présentes, mais elles sont généralement défiées grâce aux évolutions politiques. Par exemple, jusqu'à 2011, on avait encore très souvent au niveau la littérature académique sur la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord pour expliquer les formes continuelles et qui se perpétuent d'autoritarisme dans la région en parlant de l'exceptionnalisme arabe et ou islamique. Et ben, quand il y a eu l'explosion des processus révolutionnaires en 2011 avec la majorité des populations qui demandaient la démocratie, la justice sociale et l'égalité, ces perspectives ont disparu pendant quelques années, ont été remises en cause. Ensuite, par les contre-révolutions, au sein de ces pays, qu'elles soient par les dictatures autoritaires ou par la montée de mouvements intégristes de type Daesh et autres, ce genre de perspectives sont de nouveau revenues. Et à la fin de la décennie passée, vous pouviez trouver un article dans un journal académique de renom qui parlait des bienfaits quand même de la colonisation et autres. Donc, il faut bien se rendre compte que l'université, le travail académique en soi n'est pas du tout isolé des dynamiques sociétales dans lesquelles on vit. Les attaques sur les études de genre, sur les études postcoloniales, comme on peut le voir de manière continue, sont le reflet de nos dynamiques politiques, de montée de l'extrême droite, de l'autoritarisme et autres. Et donc, il nécessite une réaction également des universitaires, des enseignants et des enseignantes, et qui le tentent. Malheureusement, la répression, elle s'abat de manière très difficile. Dans mon cercle d'amis universitaires,
je peux vous citer 5 à 10 cas de personnes qui ont été ou bien licenciées ou suspendues, ont vu des amendes imposées à leur salaire et autres. Il faut savoir que simplement en Angleterre, de juillet 2019 à l'été 2025, avec une explosion post-2023 octobre, il y a plus de 1000 cas légaux d'attaques contre des individus perçus comme soutenant le mouvement pro-Palestine. Donc plus de 300 étudiants et enseignants d'université, plus de 200, 250 dans les organisations, plus de 150 organisations de diverses sortes, plus de 150 travailleurs et travailleuses, plus de 70 artistes. Ça, c'est simplement en Angleterre. Donc, cela nécessite, bien sûr, réaction. Parce que moi, j'ai toujours perçu le travail académique dans une perspective, bien sûr, de développer, surtout au sein de mes cours, pour mes étudiants et étudiantes, surtout au-delà de transmettre des connaissances sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, de développement d'un esprit critique, de comment voir notre société, de remettre en cause la sacro-sainte, disons, idée que la Suisse serait neutre ou bien que l'analyse académique est objective, un terme qui n'a absolument aucun sens à bien des égards. C'est de développer un esprit critique, le plus important, qui est remis en cause dans nos sociétés, malheureusement. Et comme le disait, dans cette production académique, j'ai toujours cette pensée ou cette réflexion de la chanson du chanteur français Jean Ferrat. Il disait, il ne chante pas simplement pour chanter. Il y avait cette chanson, je ne chante pas simplement pour chanter. Il voulait toujours transmettre quelque chose à travers ses paroles. Et moi, c'est toujours été un peu mon objectif, que ce soit à travers mes écrits. Et c'est pour ça que j'ai toujours traité, que ce soit mes écrits académiques ou autres, dans une volonté de transmettre quelque chose. De transmettre pas simplement des connaissances, mais des perspectives également. Et je trouve que c'est important que dans ce cadre, particulièrement dans le monde dans lequel on vit, l'académie continue, ou les universités, les enseignants et les enseignantes continuent à jouer ce rôle. Et le dernier axe, c'était de parler un peu de mon cas personnel, mais ce que j'ai envie de dire, je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est de dire qu'il y a eu quelques dynamiques principales. Ça a été, et c'est pour ça que quand j'ai raconté mon histoire à des amis pour la première fois que j'étais rentré en Syrie, non, la deuxième fois pour être la vérité. D'ailleurs, l'histoire, c'était un ascenseur émotionnel parce que la décision du licenciement, qui ne dit pas son nom pour des raisons politiques de l'université, est arrivée juste après mon premier retour en Syrie, après 15 ans, après la chute du régime Assad. Et quand j'ai raconté en détail l'histoire, comment c'est passé, certains de mes collègues universitaires m'ont dit, mais écoute, à part sur la fin la question de la torture et que toi tu peux te défendre, mais la manière dont les choses se sont passées au niveau administratif nous rappelle des faits de Syrie, de dénonciations anonymes, de dénonciations fausses et autres. Donc c'est juste pour vous rendre compte dans quel monde, dans quelle évolution politique nous vivons, même dans des démocraties libérales. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai la capacité aujourd'hui, et je ne fais pas du tout la comparaison de ce genre de société, je sais la chance de pouvoir se défendre, ce qui est mon cas aujourd'hui, de pouvoir m'exprimer aujourd'hui ici devant vous et de continuer une vie plus ou moins normale, entre guillemets, d'avoir ce qui n'a pas été la chance dans beaucoup de régimes autoritaires. Mais quelques dynamiques que je pourrais citer, c'est des pressions répétées à mon égard durant 1 an, avant le non-renouvellement de mon contrat. Et malgré ces pressions répétées, j'ai toujours, de manière professionnelle, continué mon travail, à gérer mes cours, à aider les étudiants et autres. Et de même, ça a été la remise en cause de mon expertise sur une région que je travaille depuis bientôt 2 décennies de manière approfondie. Faire face à une enquête bâclée dans laquelle on a pu prouver qu'il y avait eu des témoignages faux qui ont été promus par l'université sans être mis en cause, pour
arriver à une décision qui était claire depuis le début de la part de l'université. La non-défense face aux attaques qui ont eu lieu dans la presse, que ce soit de l'extrême droite, que ce soit de politiques, de personnalités politiques, et également issues de la droite, de l'extrême droite, des attaques sur mes réseaux sociaux de nature également raciste, et des accusations également d'antisémitisme. L'université qui a notamment, à chaque fois qu'elle était sollicitée par les journalistes pour une réaction face à ces attaques, avait la même réponse, no comment, alors qu'elle a le devoir normalement de rappeler mon expertise sur le sujet, mon travail que j'ai pu effectuer, comme il avait pu le faire dans le passé par rapport à des collègues qui étaient investis dans le mouvement de la grève de climat, et très justement, face aux attaques qu'eux aussi ou elles aussi avaient pu subir. Et finalement aussi de noircir mon nom à travers différents moyens. Et donc ça, c'est pour moi des... Et encore une fois, malheureusement, c'est des dynamiques qui ne sont pas propres à moi-même, mais qui sont beaucoup plus générales, à travers les universités, à travers les institutions, mais qu'on peut voir également qui touchent tout un certain nombre de personnalités, artistes et autres, face à des personnes qui s'opposent à un génocide, face à des injustices et autres. Le meilleur, vu qu'on ne peut pas débattre sur le fond, on va essayer de noircir votre nom ou en tout cas de répandre des mensonges. Mais surtout, ce qui est important pour moi, c'est aujourd'hui de dire quelle forme de résistance face à cela. Et je pense que c'est aussi de repenser l'université. C'est repenser quel type d'université nous voulons, quel type d'enseignement nous voulons donner, quelle relation également avec les étudiants et étudiantes, comment on veut s'organiser au sein de l'université. Et à ce niveau-là, au niveau de l'Université de Lausanne, je pense qu'il y a eu des tentatives pour aller se défendre et aussi de quelle vision de l'université on veut. On a pu voir un renforcement et dans ce cadre-là, le rôle du syndicat est extrêmement important, mais également l'organisation par les enseignants et enseignantes, eux et elles-mêmes, pour tenter de se défendre, de repenser l'université. Et je pense que bien qu'il peut y avoir dans bien des institutions des garde-fous, entre guillemets, administratifs, cela ne sera jamais suffisant. Et je le dis par expérience maintenant, malgré qu'il peut y avoir des règles, l'administration, si elle veut arriver à un certain but, pour des raisons politiques, elle y arrivera. Donc, comme pour tout, je pense qu'il s'agit, la meilleure manière face à ces attaques, c'est l'auto-organisation par en bas, l'organisation et la collaboration de manière non hiérarchique entre étudiants, étudiantes, enseignants, personnel des universités, tout en sachant que oui, bien sûr qu'il y a des différences entre nous, mais c'est que, encore une fois, c'est comment penser notre société, comment penser la transmission du savoir, c'est comment penser l'organisation de notre travail. Je pense que ça, c'est la meilleure manière pour aller de l'avant. Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, bien sûr que nos pensées vont avec les Palestiniens et Palestiniennes, avec les peuples de la région et avec tous les peuples qui subissent l'oppression à travers le monde. Mais aussi à travers la Palestine, à travers notre engagement, que ce soit au sein de l'université, en dehors, à travers la presse et autres, c'est la défense des droits démocratiques fondamentaux au sein de nos sociétés qui est aujourd'hui remise en cause fondamentalement. Et c'est pour ça que je l'ai dit, je vais conclure là-dessus, c'est de comprendre que la Palestine est bien sûr une lutte internationaliste, anti-impérialiste et à bien des égards antiraciste, féministe, écologique et autres absolument fondamentales qu'il faut mener. Mais c'est aussi une cause qui nous permet de rappeler quels sont nos devoirs, pas simplement au niveau international, mais dans nos sociétés. Quel type de société voulons-nous ? Est-ce que nous voulons vivre dans une société où il est interdit d'aller simplement organiser une manifestation en faveur de la Palestine ? Est-ce qu'on veut vivre dans une société où il est criminalisé de dire « globalize the intifada », que c'est un slogan que j'ai défendu dans le courrier, que je défends de nouveau ici, qui est absolument nécessaire, car l'État d'Israël est aidé par toutes les puissances occidentales et également puissances régionales. Et dès lors,
ce génocide serait impossible sans le soutien, notamment des États-Unis, mais d'autres également puissances occidentales. Et à travers l'histoire, l'État d'Israël n'aurait pas pu réaliser ses objectifs sans les soutiens internationaux. Dès lors, oui, il est absolument nécessaire de dire ce second globalized intifada, parce que nous avons tous une responsabilité pour mettre fin à ce génocide et toute collaboration avec un État d'apartheid colonial et raciste, comme défini par tout un certain nombre d'organisations de droits humains qui ne pourraient pas être, par exemple comme moi, peut-être accusées de gauchisme. Et de dire qu'en fonction du droit international, il n'est pas simplement anormal, mais illégal surtout de collaborer avec un État qui commet un génocide. Donc, la Palestine, à bien des égards, nous rappelle nos responsabilités au sein de nos sociétés, de quel type de société nous voulons. Et en fait, et je finirai là-dessus, je pense que fondamentalement, autant nous avons une mission pour aider les Palestiniens et les Palestiniennes, mais c'est aujourd'hui la Palestine qui nous sauve. C'est la Palestine qui nous sauve pour nous rappeler voilà, nos responsabilités, nos devoirs et quelles sont notre mission pour défendre aussi les droits démocratiques, sociaux, face aux montées de l'extrême droite, de l'autoritarisme dans nos sociétés. Donc, rappeler que finalement nos destins sont liés. Merci beaucoup.